On va essayer de faire un petit voyage, on va essayer de faire le tour de Corse, mais quand même c'est pas vraiment opportun parce qu'on n'est pas vraiment au bon endroit pour ça. On va plutôt faire un tour de Bretagne. Il n'y a pas longtemps, j'ai donné ce talk au camping des speakers, j'en ai profité pour faire quelques photos. Donc je vais faire un petit parallèle entre la Corse et la Bretagne. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vivent ici et qui connaissent pas mal la Bretagne. On va essayer de prendre un peu de recul et essayer de découvrir le sujet. Vous vous rappelez sûrement des années 90 où tout le monde était cool, on avait des chemises à fleurs, des grosses voitures, on pouvait brûler de l'essence, c'était trop bien. Dans la fin des années 90, c'est passé un truc. En 98, je ne sais pas si ça vous parle. La France est championne du monde pour la première fois de foot. C'est un truc de dingue. Les liesses populaires. On peut mourir tranquille, il paraît. Hein. C'est vraiment quelque chose d'assez important. Et en fait, du coup, en 98, Internet, ça ressemble à ça. C'est pas tout à fait la même liesse populaire pour le coup. Donc, les anciens reconnaissent France Télécom Interactive. Les anciens reconnaissent le logo Wanadoo, qui est tout petit hein, dans le truc France Télécom Interactive. Bon, j'ai un peu triché sur archive.org, mais il m'a sorti 98, mais en fait, c'est 97 si on regarde bien le footer. À l'époque, on ne se posait pas trop de questions sur Internet. On s'était dit que c'était juste un Minitel glorifié avec la couleur et des images un peu mieux. On voyait le truc de loin, on se disait ouais, ça sert à rien. De l'autre côté de l'Atlantique, chez les géants, les pages d'accueil étaient beaucoup plus riches. Il y avait des images chargées sûrement depuis des sites externes. Il y avait des liens. Il y avait même un formulaire de recherche. Bon, pour rappel, hein, Netscape, c'était le géant de l'époque. Hein, vous utilisez tous Chrome, malheureusement. Et bah, c'était les fournisseurs du seul browser qui existait réellement et qui fonctionnait réellement. Et côté français, on n'était quand même pas en reste parce qu'on avait notre super Caramel qui nous fournissait une vraie boîte mail très très évoluée pour pouvoir échanger avec nos super potes. Tout ça pour dire que par contre, si vous regardez, même en France, on allait charger des ressources sur des sites externes et on avait aussi notre eBay, Auckland, qui depuis a dû disparaître quelque part. Mais finalement, tout ça, ça paraît un peu inoffensif, mais en dessous, il y a pas mal de choses qui se passent. Donc il y a des cookies, par exemple, vous devez vous authentifier, là, il y a un formulaire de login. Il y a des requêtes externes, comme j'arrête pas de le dire, on va charger une image quelque part, on va poster un formulaire à un autre endroit. À l'époque, on va dire que les choses se passaient bien parce que Internet, il n'y avait pas de méchants vilains hackers. Avant de reparler de tout ça, je vais quand même me présenter. Donc, je m'appelle Cédric Gatté, je suis cofondateur et développeur le jour, mais je suis dev iOS. Désolé les gens qui n'aiment pas iPhone. Donc, je suis cofondateur de CodeTroopers, qui est une SS2I, une micro SS2I qui est basée à Tours. On est 15 personnes, 15 techs et 16 personnes avec un bizdev qui est dans la salle. Je suis aussi cofondateur et co-créateur du GDG Tours, donc le Google Developer Group de Tours, ainsi que co-créateur et organisateur de Tour Tech. Donc Tour Tech, c'est une conf qui a lieu, sauf Covid, tous les ans, en début d'année à Tours, qui rassemble environ 350 participants. La prochaine édition est prévue pour début 2023. On a la date, mais c'est un peu un jeu de piste pour la trouver. Donc si vous êtes curieux, je vous laisse aller diguer un peu sur le site web. Et truc très très original, on recrute comme à peu près tout le monde, partout, tout le temps. Donc si vous avez envie de venir à Tours, ou si vous êtes tourangeau ou n'importe, n'hésitez pas à venir nous parler. On est 5, je crois, sur le Brestcamp sur les 2 jours là, donc n'hésitez pas à venir échanger 2 mots avec nous. Je reviens à mon sujet principal, donc on va reprendre notre fameux tour de Corse pour essayer d'un peu de comprendre ce qui peut se passer. C'est quand même plus joli, hein, franchement. Donc l'idée c'est qu'avant tout le monde aimait un peu tout le monde. On se posait pas trop de questions, on pouvait charger des images depuis un peu tout le monde, poster des formulaires un peu partout. En fait, tout le monde aimait tout le monde, il existe sous le nom de Same Origin Policy. Donc on l'abrévie SOP de façon très très originale, hein, ne pas confondre avec votre ami SOAP. C'est quelque chose qui est implémenté exclusivement dans les navigateurs et c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit parce que c'est fondamental dans les Corses justement. Et l'idée du Same Origin Policy, c'est de restreindre l'accès à une ressource à une seule et même origine. Quand je dis que c'est vieux, c'est quelque chose qui date quand même de à peu près 95. Donc 95, certains d'entre vous étaient peut-être même pas nés, donc c'est assez vieux pour le coup. L'idée d'une même origine, en fait, c'est quelque chose qui est très simple à comprendre. C'est on va utiliser le même protocole, un même domaine, un même port. Ce qui va faire que sur un exemple du RI tel que celui que j'ai indiqué, on voit très bien que si on change uniquement le pass, il n'y aura pas de problème, hein, on est toujours au même endroit. Que si on change le port, forcément, ça ne marchera plus. Que si on downgrade le protocole, vous vous doutez que là, ça commence à poser des problèmes, donc forcément, ça ne marche pas.
Et ce qui peut être un peu plus étonnant, c'est que si on utilise par exemple un sous-domaine, ça ne marche pas. Faut faire attention parce qu'en fait, la définition n'est pas du tout la même que celle du cookie. Dans le cookie, c'est pas l'origine, mais c'est le site en fait. Donc si vous êtes curieux de savoir exactement comment c'est formulé et comment ça fonctionne, en fait, il y a une petite RFC qui n'est pas très compliquée à lire, si vous aimez lire les RFC et vous amuser un petit peu, qui indique ça. Donc c'est la 6454 et c'est la section 4. Bon, vous vous doutez que si on applique strictement ce truc-là, en gros, il n'y a rien qui marche sur Internet parce que du coup, dès que vous allez charger une image sur le site du copain d'à côté, bah non, pas le droit. Donc en fait, il y a quand même quelques éléments qui sont autorisés de base entre origines pour éviter de casser Internet et de revenir à Minitel. Donc par exemple, le chargement d'images, comme je venais de dire, ou de scripts, parce que je pense que vous avez chargé jQuery sur votre premier site sur free.fr ou wanadoo.fr. Pareil pour la feuille de style, parce que bon, on est développeur en général au niveau de tout ce qui est mettre du rouge et du orange, ça va, mais dès que c'est faire des trucs un peu beaux, c'est chaud. Et de la même façon, les iframes, je suis sûr que vous avez fait votre premier site de hacker où en fait vous faisiez une iframe sur Google et regarde, j'ai fait un moteur de recherche. Voilà. Donc dans l'idée, ça reste possible dans tous les cas dans la Same Origin Policy. Et comme on peut charger des choses, il y a aussi certaines actions qui sont autorisées. En fait, les actions, elles sont vraiment basiques, c'est de la soumission de formulaire et de la récupération d'un contenu statique. Donc en gros, on va choper un point XML quelque part et ça va marcher. L'idée, c'est d'utiliser seulement ces trois verbes-là, avec seulement ces headers-là et seulement ces content types-là. Dès qu'on commence à changer quelque chose, on est hors de la Same Origin Policy. Ça veut dire qu'on va devoir faire un truc qui, normalement, est ce pourquoi vous êtes dans cette salle, à part si vraiment vous vouliez faire du bateau, c'est-à-dire on va parler des Corses. Et donc, on va devoir montrer notre passeport pour être capable d'aller faire une requête ailleurs que sur le site sur lequel on se trouve. On va quand même essayer de comprendre comment tout ça s'est architecturé et d'où ça vient. En fait, le concept, il n'est pas nouveau. Les sites et les applis dynamiques sur le web, ça dure depuis un petit moment maintenant. Donc, en fait, depuis à peu près 2004, il y avait ce fameux framework, outil que vous connaissez, qui a changé un peu de nom, a changé un peu de chapelle pour finir par être enterré dignement. Mais il a dû avoir le même souci pour le Flash, qui avait besoin de faire ces fameuses requêtes cross-domaine finalement. Donc ils avaient trouvé une solution, Macromedia Adobe, c'était d'ajouter des opt-in par domaine. Donc si j'ai mon API qui est sur un domaine qui s'appelle, c'est quoi dans l'exemple, example.com, très très original, on pouvait mettre toutes les règles dans un beau fichier XML à la racine qui s'appelait cross-domaine XML. Flash allait chercher ce truc-là et vérifier s'il avait bien les droits pour aller charger dans example.com les bons trucs. Donc là, on est en 2004. En 2004, il n'y avait pas vraiment Git du tout. Il n'y avait pas vraiment SVN du tout. Il n'y avait pas vraiment CVS, peut-être un peu, ou beaucoup utilisé, je ne suis pas sûr. Donc vous vous doutez qu'un merge dans un fichier XML comme ça devait être super drôle, non? Un fichier XML pour tout un site. Donc bon, la solution existait, mais elle n'était pas forcément géniale. Toujours est-il que ça donne des idées, ça donne des pistes pour essayer de se dire, OK, on peut faire du cross-origin, il suffit de faire une whitelist quelque part. Une autre méthode que pour le coup vous avez sûrement utilisée, ça s'appelle JSONP, donc JSON with padding. L'idée en fait, c'est d'utiliser le JavaScript et les trucs un peu sombres du JavaScript. C'est de charger un script et de faire un callback JavaScript. Alors quand on dit ça, OK, c'est bizarre. Non, l'idée en fait, elle est toute simple. On met une fonction dans notre body, dans la page, donc qui est dans le document, qui s'appelle handler en l'occurrence, et on appelle un script externe qui va lui, dans son body de réponse, appeler cette fonction handler. Et vu que le JavaScript c'est un peu evil parfois, en fait on peut aller chercher des données qu'on met dans un bel objet JSON, et puis cet objet JSON il va être passé en argument à ma fonction handler que moi j'ai définie, et j'ai fait du cross-site, et ça fonctionne. Et du coup c'est quand même un peu un eval à un endroit, donc il faut faire gaffe, quoi. Mais ça donne une idée. Une autre idée, uniquement JavaScript. Et enfin, la vraie inception de la chose, c'est plutôt le consortium VoiceXML. Donc le VoiceXML, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent ici d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le VoiceXML dans cette salle? Ah bah oui, forcément. Le VoiceXML, vous avez déjà eu un sinistre avec votre assurance. Vous avez déjà appelé le numéro d'urgence, fait dièse, 1, 2, 3, attendu 17 minutes, pris un raccrochage, recommencé, avec toutes les invites vocales. Ou alors vous vous êtes énervé sur la boîte vocale en disant « supprime », mais ça ne voulait pas supprimer. Vous voyez ces trucs-là? Ça s'appelle un service vocal interactif. Et en fait, il y a un langage de description, au même titre que vous faites du HTML pour faire des pages web, on fait du VoiceXML pour faire ce genre de service.
Et le Voice XML avait exactement le même problème, c'est-à-dire qu'il a besoin de faire des requêtes cross-domaine, parce que mine de rien, ce sont juste des fichiers XML qui sont hébergés sur des sites. Et donc l'idée de Voice XML, c'est d'ajouter un opt-in par ressource. Donc dans chaque fichier, on est capable d'ajouter une balise, un header XML, qui dit d'où tu as le droit de m'appeler et d'où tu n'as surtout pas le droit de m'appeler. Donc ça, c'est une super directive parce que ça marche au fichier. Ça veut dire que les problèmes de merge que j'évoquais, ils n'existent pas vraiment, parce que là, on est sur un truc beaucoup plus scopé. Par contre, quand on veut l'appliquer au HTTP, au HTML, c'est qu'on a un petit souci, c'est que les headers XML, on ne peut pas vraiment les placer quand on envoie un fichier audio, par exemple un point MP3. Si on met ça au début du fichier, je crois que notre lecteur MP3, il va tirer la tronche. C'est là que vient, en fait, ce fameux principe qui est le Cross-Origin Resource Sharing. Donc pour essayer de simplifier les explications et éviter d'être un peu trop dans la théorie à gogo, on va essayer de passer sur un exemple pratique pour voir en trial and error un peu ce qu'est Corse et qu'est-ce que ça signifie pour vous, dev, qui avez vu ces fameux messages d'erreur dans vos consoles de browser. Alors il y a quand même un truc que je vais répéter plusieurs fois. Au début, je vous ai dit la SEM Origin Policy, c'est uniquement le navigateur. Ça tombe bien, les Corses aussi. Donc ça veut dire que si vous faites du mobile ou du back-end qui appelle une API externe, que vous avez une erreur Corse, je ne sais pas comment vous avez fait, parce qu'en fait, c'est dans le browser. Ça n'existe pas pour le reste. Donc, si vous ne développez pas de front, si vous ne faites pas de front, ce talk ne vous concerne pas. Mais peut-être que vous allez quand même être intéressé par ce que je vais raconter. Donc, je vous encourage à rester. Je suis sûr que le traiteur n'est pas prêt en plus, donc ça ne sert à rien de partir. Donc l'exemple qu'on va essayer de faire, c'est sur une espèce d'API qui va parler de fromage. En fait, elle va pas parler de fromage, c'était juste pour essayer de mettre un truc, une photo qui va donner envie de manger, quoi. L'idée, c'est que je suis pas développeur JavaScript du tout, mais je vais faire du code en JavaScript. Je vais vous montrer du code en JavaScript. Le live coding, c'est un peu chaud là-dessus. Je vais utiliser Express pour avoir un serveur web. Il y en a sûrement d'autres qui existent, mais je suis pas développeur JavaScript. Et j'utilise pas tous les trucs que Express il fait tout seul pour nous, pour les Corses. Parce qu'il y a un middleware Corse, là, où Express il se débrouille. L'idée, c'est plutôt de comprendre comment ça marche que d'utiliser le super middleware. Et donc, je ferai du front et du back en JS parce que c'est cool. S'il y a des erreurs de syntaxe, vous pouvez me le dire, mais c'est pas très grave. Vous comprendrez le principe, quoi. Donc, l'idée, c'est que je vais avoir une super fonction qui va me fetcher tous mes fromages dans mon API. Et elle va faire un truc génial, c'est qu'elle va même me dumper le JSON de cette réponse dans la console. Parce qu'après, faire du front et tout, il aurait fallu que je fasse du React ou je sais pas quoi, et là, ça tenait plus dans un slide, c'était un peu pénible. Donc je fais ça, je me suis quand même assuré que le service était up côté back, et du coup je l'appelle, et tout de suite, vous avez compris le truc, hein, ça marche pas. J'ai un message d'erreur, ok, bam bam bam, je le lis rapidement, je vois marqué no Corse, c'est bon, je vais déshabiller les Corses en fait, j'en veux pas de ce truc, moi ça me saoule les Corses. Je Stack Overflow parce que je ne sais pas faire du no-Corse, en fait. Donc, je fais du Stack Overflow programming, je tape no-Corse, je vois comment utiliser fetch. Ah, ok, en fait, ouais, c'est tout bête. J'aurais presque pu le deviner, mais c'était quand même beaucoup plus rapide de faire un coup de Stack Overflow. Je réexécute et forcément, ça pète. Mais ça pète pas au même endroit. C'est hyper bizarre. En gros, je me prends une erreur sur ma promesse où il me dit fin de chaîne, en gros, fin d'entrée. Ouais, ok. Du coup, je suis un peu malin quand même, je remets le code comme avant, je réexécute et je relis le message d'erreur. Et en fait, ce message d'erreur, ce qu'il me disait, c'est que si je veux bien d'une réponse opaque, donc en gros, je m'en fous du contenu de la réponse, je peux passer en no-Corse. Ah, ouais, non, en fait, moi, je veux quand même la liste des fromages, donc je vais peut-être devoir faire quelque chose. Du coup, je lis vraiment le message d'erreur et je vois qu'il y a marqué un Access Control Allo Origin. Vous le connaissez celui-là, hein? Du coup, j'avais toujours l'onglet Stack Overflow, donc c'est assez rapide de faire le copast pour remettre la requête. Et ça me dit, mets étoile. Ok. Donc je dis au dev back, vas-y, mets étoile, s'il te plaît. Et là, bingo, j'ai un truc qui fonctionne. Bon, c'est cool, ça marche. On a mis étoile, on a rajouté un header. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ça marche. Si on regarde un peu ce qui se passe sur le réseau, dans l'HTTP, donc on voit juste la trame des headers. Hein. Donc on voit qu'en fait mon appel par le browser, il a été fait en postant une origine, qui était le site où je me trouve, Slides. Et mon serveur m'a répondu avec le fameux header Access Control Origin. Ce à quoi mon browser a dit ouais, vas-y, ok, c'est bon.
C'est tout bête, en fait, il s'est quasiment rien passé. Il a juste fallu rajouter ce header pour qu'il soit d'accord. Pourquoi pas. Bon, je vais quand même essayer d'aller un peu plus loin. Et je sais que mon bac, il a une feature super bien, c'est que si je suis logué, j'ai un super avatar avec ma tête dans un fromage. Du coup, je me dis, j'aimerais bien l'afficher sur ma nouvelle API, ça va être cool. Bon, il y a juste un side effect à cet appel API, c'est que, en fait, ça incrémente un compteur de récupération d'avatar et au bout de 100, je suis facturé. Ouais, c'est un peu novateur, c'est vraiment du freemium bizarre. Donc je fais un peu de Stack Overflow, je vois que pour pousser les cookies, il faut faire un credentials include sur ma requête fetch. Ok. Je suis malin, je dis au mec du bac, mets le petit étoile là sur access control à l'origine parce que je sais que de toute façon je vais en avoir besoin. Et j'exécute ma fameuse requête. Du coup, ça ne marche pas forcément. Et là, du coup, j'ai un beau message d'erreur qui me dit ça ne peut pas être étoile parce que j'ai mis include. D'accord. Moi, je ne vais pas mettre étoile. Je regarde un peu la doc de Access Control à l'origine et je lui dis non, mais mets plutôt mon site. Parce que c'est moi qui fais la requête, c'est moi que tu veux autoriser. Donc je lui dis de changer ce fameux étoile que je ne comprenais pas trop par finalement l'origine qui appelle, l'origine qu'on avait sur le slide précédent. Je refais ce fameux appel et là, ça explose encore. C'est la magie des Corses. Hein. On croit qu'on a fini, on croit. Eh ben non, en fait. Mais là, de prime abord, je lis vite, je fais non, c'est pas la même en fait. Access allo credentials header, c'est vide alors que ça devrait être true. Parce que mes credentials, c'est include. Les messages d'erreur que je vous mets là, c'est les copastes de la console. Je ne les ai pas rewardés. Hein. Je pense qu'on peut les passer dans Google Translate, même pour avoir la version française si on veut, ou peut-être même que les browsers en français le font en français maintenant. Globalement, il suffit de lire à peu près. Et donc là, je me dis que je vais le faire, mais je vais quand même regarder ce qui se passe sur le réseau à ce moment-là. Donc je fais mon appel à l'API Avatar sans rien pousser de particulier à part l'origine. Bon, il y a un cookie quand même. Hein. Vous avez vu ce petit cookie? Donc c'est moi. Ça doit sûrement être du Java d'ailleurs. Il y a un JSession ID, ça ressemble à du Java. Du coup, le serveur me répond OK, c'est bon. Donc là, il y a 254 de longueur, donc il m'a répondu quelque chose. Il m'a peut-être dit qu'en fait, j'avais dépassé les 100 appels et donc que je vais être facturé. Par contre, le browser, il m'a dit non, en fait, tu m'as pas dit que c'était possible, donc je te donne pas la réponse. Donc côté JavaScript, je n'ai pas accès à la réponse. Je n'ai pas accès à l'image. Par contre, la requête, elle a été exécutée. Du coup, ça veut dire que si c'est une requête avec un side effect comme celle-là, ça pose peut-être 2-3 problèmes. J'ai vachement de retours, là. Non ? Donc je reviens quand même sur mon idée précédente, je vais mettre le fameux access control allo credentials à true pour dire je veux bien que tu gères les credentials. Forcément vous vous doutez, là ça marche bien, pas de problème. Et si on regarde cette fameuse requête, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que l'entête de post, de get en l'occurrence, est identique. Je vais poster ma session et la réponse va être quasiment identique, je vais juste rajouter ces fameux headers qui gênaient. La content length n'est pas la même parce que là, j'ai dû péter mon crédit, je ne sais pas trop pourquoi. Ou j'ai oublié d'éditer le slide, peut-être. Mais le browser va dire d'accord et j'aurai accès dans mon JavaScript à ma réponse, réellement. Ce qui veut dire qu'il faut faire gaffe un petit peu quand même avec ces fameuses erreurs corse, c'est que ce n'est pas parce qu'on a une erreur côté client qu'il n'y a pas un side effect côté serveur. Il s'est peut-être passé des trucs côté serveur. Donc il faut garder à l'esprit qu'on peut peut-être contourner un peu le truc en exécutant du code qui n'est pas lisible par le navigateur, si on veut, ou pas, involontairement. Donc ça, c'est en Corse. Ah, et ça, c'est sur l'île aux Moines. Franchement, l'île aux Moines, c'est vachement plus beau. Hein. Pas photo. Hein. Quand on veut faire des méthodes un peu spéciales, donc vous me voyez venir, hein, maintenant je continue un peu sur mon truc, je me suis dit, je vais enrichir l'API, je vais faire un call où je vais supprimer un fromage. Du coup, j'exécute et ça marche encore pas parce que de toute façon, les Corses, ça marche jamais. Donc, je lis ce fameux message d'erreur qui me dit que je n'ai pas le access control à l'origine. Si, pourtant, c'est un truc que j'avais. Ah oui, non, en fait, parce que je suis en mode delete, donc il faut que je le mette. Je l'avais mis que sur get, en fait. J'avais oublié qu'il n'y avait pas sur tout. Donc, je réexécute. Et là, en fait, ça va gentiment me dire qu'il y a un truc avec une pre-flight request. Ouais, ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc là, je Stack Overflow, fort,
mais fort, hein, en me concentrant, pré-flight request et tout. Et on me dit tout simplement, en fait, c'est bête, c'est que ça fait un option. Donc, dans le option, tu mets les trucs que tu mettais avant dans le delete. Et ça va marcher, t'inquiète. OK. Donc, je mets dans le option mon fameux access control à l'origine étoile. Je suis revenu à étoile, en fait, là, j'ai pas besoin de mettre le host, ce sera moins pénible. Et du coup, quand j'exécute, ça en marche encore pas, parce qu'il me dit que je n'ai pas droit à cette fameuse méthode delete. Ça veut dire qu'il va vraiment falloir que je liste à peu près tout ce que je veux faire pour que ça fonctionne. Donc, je continue petit à petit à ajouter mes fameux headers et avoir éventuellement quelque chose qui va finir par fonctionner, on espère. A priori, ça fonctionne. Si on repasse sur la partie réseau, là, on voit en fait que le navigateur, quand il a fait son appel, moi, j'ai fait un appel à delete. J'ai jamais fait d'appel à option. Par contre, le navigateur, lui, sa première requête, ça a été de faire un option en disant qu'il demande la méthode delete et qu'il vient de origin slides. Ce à quoi, en fait, tout bêtement, mon serveur a répondu OK, je veux bien que tout le monde, étoile, en utilisant la méthode delete, fasse un appel ici. Il a mis un 204, il a mis un OK. Donc le browser, quand il voit ça, il se dit « Ah ok, c'est bon, ma requête option, elle est faite, elle est passée, ça veut dire que je peux faire sortir ma requête delete. » Et là, il n'y a pas de header particulier autre que l'origine. En revanche, mon serveur, il est mieux qu'il réponde avec les mêmes headers que sur la requête option. Au cas où. Et donc là, le browser fait que ça va très bien se passer et que ma requête va passer. Si je continue à dérouler, ne vous inquiétez pas, on va faire tous les headers, ça va être génial. Je vais ajouter un super header quand je veux wiper ma base, parce que la sécurité c'est pénible, mais juste un header avec un truc en dur, c'est quand même beaucoup plus sympa, comme le talk de David juste avant, où il ne faut pas coder les secrets en dur, tout ça, pareil. Quand je fais cette requête, en fait, j'ai exactement le même problème, c'est-à-dire que j'ai un header qui ne passe pas, parce que Xcodice c'est un header custom, il commence par un X déjà, c'est sûrement un header custom, et donc il faut l'autoriser. Et donc, il me dit bien, en fait, que le header field Xcodice is not allowed by access control allow headers in preflight response. Ça veut dire dans le preflight. Donc, si j'ai mis bout à bout tout le Stack Overflow programming que j'ai fait, preflight option. Je demande au devbag de me rajouter ce fameux header et bingo, tout marche bien. On voit en fait qu'il fait exactement la même chose. J'ai un option qui part, donc un preflight qui me permet de demander au serveur, est-ce que j'ai le droit d'utiliser ce type de header? Il faut noter une petite subtilité, c'est que le request header, là, il est en minuscule. Moi, je les mets en majuscule à chaque fois. Les browsers, ils s'en foutent des caps sur ce genre de truc. Et donc, moi, je réponds en majuscule, et le browser est content. Alors, comme quoi, la casse, des fois, là, ça ne sert pas à grand-chose. Ensuite, s'ensuit cette fameuse requête delete, qui va, elle, être exécutée proprement. Et tout marche bien. Ça va, vous n'avez pas de questions, vous comprenez toujours, on est bon. C'est l'exemple, c'est un peu rébarbatif, je sais. Hein. Mais je fais du step by step, comme ça on voit un peu, je suis le développeur lambda qui essaie de trouver une solution. En fait, je suis dev iOS, donc forcément, si je fais du JS, c'est qu'on est mal barré. Hein. C'est quand même beaucoup plus beau, encore une fois. Hein. Désolé. Bon, on va essayer de regarder un peu comment ça marche sous le capot et la plomberie du truc, parce que c'est quand même ce qui peut vous intéresser aussi pour essayer de savoir comment vous allez résoudre les problèmes, autrement qu'en faisant du Stack Overflow. Le fonctionnement, je l'ai décrit plusieurs fois quand je vous ai montré comment ça se passait sur les tuyaux. En fait, c'est que le navigateur, il va d'abord vérifier si c'est une requête cross-origin. On revient à la same origin policy, même origine, pas même origine. Oups, pas même protocole, pas même domaine. Ensuite, il vérifie si c'est une requête simple. Une requête simple, c'est les fameux, c'est un bet get sur une URL. Je me pose pas de questions, j'émets directement le get. Par contre, dès que c'est un truc un peu tordu, genre je veux utiliser un header, genre je veux utiliser un verbe HTTP un peu plus tordu, je fais un preflight. Et une fois qu'il a envoyé sa requête, il regarde ce qu'on lui a répondu. Mais la requête, elle est partie. Et la réponse est sûrement arrivée. Donc l'effet de bord est potentiellement là. Et donc comme vous avez pu le comprendre pour le preflight, par les exemples, en fait c'est assez bête, hein, c'est juste une requête option sur la même route que celle que vous voulez utiliser dans votre appel classique, qui va vous retourner un 204 souvent. Normalement, c'est dans les 200 quelque chose. Alors, si vous faites de la programmation pour des web TV, je sais pas, enfin, des smart TV, les trucs là, évitez 204, Samsung n'aime pas. Faut en retourner 200, c'est comme ça.
faut pas chercher, c'est comme ça. Et dans les entêtes, le browser il se contente de rajouter au maximum 3 headers qui sont origine, d'où vous venez, les méthodes dont il a besoin et les headers dont il a besoin. La méthode dont il a besoin et les headers dont il aura besoin. Donc l'origine, la méthode et les headers. Je vous décris pas ce que c'est parce que c'est quand même un peu trivial. Là. Je suis passé dessus. En ce qui concerne la réponse, et là pour le coup, si vous ne faites pas de front mais que vous faites du back, c'est votre boulot de mettre les bonnes réponses, en fait, de bons headers de réponse. Ça va se passer côté serveur et en fait on va avoir plusieurs valeurs possibles, par exemple pour le access control à l'origine. Donc le fameux étoile, qui veut dire vas-y, une origine et une seule. On ne peut pas mettre des virgules, enfin vous pouvez mais ça ne marchera jamais, quoi. C'est le côté rigolo. Et une troisième qui est un peu méconnue, on peut mettre nul. Parce qu'il y a certaines ressources qui n'ont pas d'origine. Genre si vous chargez un truc depuis data ou depuis file . Pas d'origine quand ça vient de votre file system. Donc si vous commencez à pousser nul dans ce header-là, ça permettra au file de passer, en mode c'est bon, on fait des corses avec un fichier, on a même la flemme de lancer un bout d'HTTP serveur. Par contre, il va se passer des trucs bizarres des fois. Je vous déconseille d'utiliser nul, en vrai, ça fait des trucs étranges. Il faut savoir que ça existe, quoi. Quand on parle du access control allo credentials, en fait, il y a une valeur possible, c'est true en lowercase. Il n'y a pas le choix. Enfin, si on met autre chose, c'est considéré pas ça. Donc pas true, donc ça marche pas. Même en uppercase. Je disais, ouais, on s'en fout de la casse, bah là non, en fait, c'est juste pas possible. Et un truc qu'il faut noter, c'est que dès que vous commencez à mettre ce header, bah, vous mettez le access control à l'origine parce que en fait, vous êtes obligé de dire depuis quel endroit vous autorisez quelqu'un à accéder à des credentials. Ce qui paraît un peu logique en termes de sécurité. Les corses, c'est quand même quelque chose qui prône la sécurité. Pour l'access control allo methods, en fait, il y a un truc marrant, c'est que c'est insensible à la casse, c'est multivalué, donc là on peut mettre des virgules, mais il y a quand même quelques méthodes interdites. Et en fait, ces méthodes interdites, elles sont bizarrement des méthodes qui ont un peu trait à essayer de tracer l'utilisateur. C'est pas trop étonnant qu'on puisse ne pas autoriser à faire un track sur quelqu'un ou un connect, ouvrir une connexion directement comme ça, c'est plutôt logique. Pour l'access control allo header, je vous l'ai montré tout à l'heure, on est dans le même esprit de insensible à la casse, sauf que Chrome, il n'aime pas les headers qui reviennent en majuscules, je crois. Donc lui, il a tendance à les demander en minuscules. S'ils reviennent en majuscules, c'est pas le même header. Mais c'est que Chrome. Il y a un bug ouvert depuis 3 ou 4 ans pour ça. Pour juste une comparaison lowercase. C'est multivalué encore une fois. Et là, il y a une liste de valeurs interdites qui est un peu plus vénère. Après, quand on regarde bien, en fait, c'est pareil. C'est quand on essaie de toucher à la sécurité, de toucher au do not track, de toucher l'origine. Alors, allez, on va essayer de bidouiller l'origine pour passer. Bizarrement, ouais, forcément, c'est interdit, quoi. Et enfin, il y a un truc qui est un peu important. Quand vous faites une pré-flight, potentiellement, elle peut être mise en cache. Parce que nos super single page apps là, qui font 200 appels JS à la seconde, elles ont peut-être le browser, il a peut-être un peu envie d'avoir du réseau qui marche, quoi, et de ne pas faire que des requêtes options. Donc en fait, on est possible de rajouter une durée de cache sur la réponse de ces fameuses requêtes options. Le maximum, en gros, c'est 300 secondes. Ou 86 400 pour Firefox, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, ça fait beaucoup. Mais toujours est-il que ça peut permettre un peu d'alléger la pression serveur. Il n'y a pas de spec pour la durée, donc les implémenteurs ont fait ce qu'ils voulaient. Chez Mozilla, ils ont dû se dire, bon, c'est pas grave, on met une journée, ce sera cool. Pour le expose headers, en fait, ça permet de donner les entêtes qui seront visibles du JS de la page appelante. Et en fait, il n'y en a que certains qui transpirent par défaut. Donc si vous avez des headers spécifiques dans votre réponse, genre des headers Atos pour la pagination ou des choses comme ça, ceux-là, ils ne vont pas transpirer. Il faut les faire sortir via ce header-là pour être capable que le JS appelant soit capable d'aller les lire. Sinon, vous n'aurez que le content type, la length, des choses comme ça. Vraiment le minimum. Et donc, en fait, en résumé, Corse, c'est les 3 headers d'appel que je vous ai montré tout à l'heure et les 6, si je compte bien, headers de réponse. Là, il n'y en a pas d'autres. Ça, c'est Corse. Donc, en fait, ça veut dire que ce n'est pas si tordu que ça à implémenter. C'est juste que c'est un peu un sac de nœuds parfois. Du coup, vraiment, on va essayer de passer côté dev à comment ça peut se passer pour essayer de faire quelque chose d'un peu pertinent.
Je dis un peu pertinent parce qu'on est dev, quoi, faut quand même pas. Bon, il y a quand même un aspect, c'est que Corse, ça répond à une seule question. C'est est-ce que cette origine a le droit de contacter cette autre origine? C'est pas du tout le est-ce que cette origine est sûre, c'est pas qui fait la requête, c'est pas est-ce que je peux envoyer une info confidentielle dans la réponse à cette requête. Ça, c'est pas du tout le périmètre de Corse. Corse, c'est vraiment juste est-ce que j'ai le droit de parler entre là et là, c'est tout. Et comme vous avez dû le comprendre, si vous êtes développeur front, que vous utilisez une API tierce qui vous balance une erreur Corse, que vous n'avez pas accès au code source pour modifier le côté back, vous prenez une porte dans la tronche. Parce qu'en fait, vous ne pourrez pas changer ça. Ce que vous pouvez changer, en revanche, c'est de déployer genre un proxy qui va, lui, faire les appels pour vous et qui mettra tous les bons header Corse qui vont bien. Parce que lui, il va faire du machine-to-machine, il ne va pas faire du HTTP, il ne va pas passer par un browser. Donc, il va être capable d'aller faire ses appels, de faire rebond, etc. Après, je ne sais pas si le fournisseur de l'API va être très d'accord avec votre pratique. Peut-être qu'en fait, il n'a juste pas envie qu'on la consomme depuis ailleurs que son site. Voilà. À discuter. Mais on peut le faire. Quand on fait du dev, on a en général besoin de débugger, sauf quand on ne fait pas de bug. Ça arrive. Premier aspect, c'est que les modifs, elles sont sûrement côté API, comme je viens de vous dire. Deuxième indice, c'est que l'inspecteur web vous donne tout ce qu'il faut. Finalement, vous avez vu les messages que je vous ai mis, c'était juste des copier-coller de l'inspecteur web. Donc normalement, en lisant ce qu'il vous dit, plutôt que juste lire « Ah, une erreur Corse !», on n'est pas trop mal. Et la bonne pratique, c'est que finalement, le preflight comme la réponse doivent contenir les mêmes entêtes. Parce qu'il y a du cache qui peut rentrer en jeu au milieu. Et si le browser a mis en cache la réponse preflight, mais que la réponse réelle ne contient pas les mêmes headers, il peut la dismiss. En se disant, oula, en fait, j'ai peut-être pas le bon cache. Alors, je vous disais que les Corse, c'est un truc qui est que côté serveur, que côté navigateur avec votre serveur. Cependant, quand vous faites vos devs, vous voulez peut-être pouvoir tester et voir ce qui se passe. Genre mon side effect tout à l'heure, je fais un appel à l'avatar et ça me coûte des sous. En fait, vous pouvez toujours utiliser notre vieil ami curl en lui passant le header origine. Si vous dumpez ce qui se passe, vous allez voir la réponse parce que lui, il va pas respecter le access control allo origine, etc. Lui, il s'en fiche, il fait une requête, les Corse n'existent pas pour lui. Vous allez pouvoir voir finalement peut-être le side effect que vous allez provoquer. Ou tout simplement dumper l'header proprement sans que le browser vienne s'en mêler au milieu et rajouter des trucs. Ou tester des comportements, voir si en fait votre truc est vraiment solide. Quand je parle de truc solide, c'est que par exemple si vous commencez à mettre l'access control à l'origine étoile, en gros, vous faites une API publique, on est d'accord. Vous ne faites pas un truc sur votre intranet. C'est pas possible ça. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'autorisation, en gros, que vous faites de l'open data. Parce que là, du coup, c'est open bar. Si c'est sur votre intranet, ça veut dire que quelqu'un qui peut-être aurait un onglet ouvert sur un site un peu malveillant, mais qui est connecté à votre VPN, pourrait peut-être avoir une requête JS qui tourne et qui va appeler votre super système de gestion de paye qui n'est pas sécurisé du tout. Et ouais, en fait, c'est un peu bête. Hein. Donc voilà, essayez de faire gaffe. Vous dites pas ah ouais, mais c'est bon, c'est une appli interne, on s'en fout, on met étoile. Pas sûr. Voilà. Donc, open bar, API publique. En gros, pour contrer ce truc-là, le principe il est vraiment tout bête. On maintient une whitelist. Là, c'est du super JS fait avec mes petits doigts. L'idée, vous avez compris, c'est que je maintiens une liste des sites autorisés. En fonction de si celui qui m'appelle dans le header origine est présent, bah, j'envoie le bon access control à l'origine. Sinon, je ne le renvoie pas. Ça veut dire rester dehors. L'aspect un peu cool de ça, c'est que ce snippet, on peut le réutiliser, on rajoute même le Allo Credentials juste derrière et on a un truc qui permet de se loguer depuis plusieurs sites en pas longtemps. Donc, il y a sûrement plus robuste, hein, mais c'est au moins une solution qui peut marcher en combinant un peu de sécurité avec autre chose. Et puis quand je mets le Allo Origin, là c'est un pauvre match de chaîne de caractères, mais là on peut se dire qu'on a des wildcards pour savoir si on est sous le bon sous-domaine, des choses comme ça. Un autre aspect que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a la partie gestion du cache. En fait, vous passez sûrement derrière des proxys. Et les proxys, ils aiment bien enregistrer ce qui passe pour être sûr que ça aille plus vite pour la fois d'après. Mais du coup, si vous ne lui dites pas que la réponse, elle peut varier en fonction de l'origine, bah, la requête, elle va revenir avec un contenu identique, même si vous vous appelez depuis un autre site.
ce qui peut être un peu embêtant. Et ce qui va être encore plus embêtant, c'est que si vous faites le fameux include credentials, vous poussez un cookie ou un autre moyen de vous loguer, mais le proxy ne le sait pas. Donc en fait, il va peut-être répondre une réponse qui n'est pas la vôtre. Donc on peut dire en fait dans les headers qu'on veut que notre réponse en fait varie en fonction de l'origine et du cookie. Donc dès que vous commencez à faire des choses qui nécessitent finalement d'être authentifiées et qui peut-être travaillent avec l'écorce, n'hésitez pas à mettre ce genre de header pour ne pas vous faire avoir par votre proxy, qui va peut-être en fait pas appeler le vrai service derrière et dire bah non mais c'est bon, je sais ce qu'il veut. Et donc renvoyer une réponse qui n'est pas du tout celle qui est attendue. Et il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est je vous disais la same origin policy, il y avait plein d'exceptions parce que fallait bien que le web continue à marcher. Mais il y a un truc pas mal, c'est qu'on peut commencer à rajouter l'attribut cross-origin à nos éléments HTML pour forcer du cross-origin, même sur les requêtes qui n'étaient pas censées l'être. Ça peut même, par exemple, pour une image, comme le dernier exemple, de pousser l'utilisation du use credentials, donc pousser les credentials sur l'image en cross-origin, pour être sûr que ça soit fait comme ça. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va utiliser l'écorce pour charger l'image en poussant les credentials, en récupérant le résultat et en le poussant dans le CSRC. Pas besoin de faire du JavaScript pour ça, en fait. Le browser, il sait très bien le faire, il suffit juste de rajouter les attributs qui vont bien. Souvent, quand on parle Corse, on parle Content Security Policy. Alors, je me suis senti obligé de rajouter 2 slides pour en parler, parce que les gens ils s'attendent un peu à ce que j'en parle. Ça n'a rien à voir. C'est un sujet corollaire. Le CSP, ça sert à contrer les cross-site scripting, donc à sécuriser. En fait, ça permet de restreindre les origines de chargement au sein du navigateur, donc soit par une entête HTTP, soit par une balise méta. Donc notre page web, elle peut, ou notre serveur web peut pousser une entête pour dire « je ne veux pas que tu charges des choses qui viennent de ailleurs que moi » ou des choses comme ça. Et c'est encore une fois quelque chose qui est vérifié par le browser uniquement. Les CSP, ça ressemble à quelque chose un peu comme ça. On va avoir le header Content Security Policy. On va dire la source par défaut, c'est moi-même. Pour les images, tu fais ce que tu veux. Pour les médias, en fait, tu vas chercher que sur ces 2 sites-là. Tu n'auras pas le droit d'aller chercher sur autre chose. Et pour les scripts, de la même façon, tu ne pourras pas aller ailleurs. Ce qui veut dire que je ne peux pas faire de eval, par exemple, là, pour un script, et que je ne peux pas charger un script qui vient d'ailleurs que js.site.tld. Donc c'est le browser qui fait le saut au-dessus de notre site. Donc c'est assez intéressant. Par contre, vous vous doutez que ça peut être un peu tricky à mettre en place parce que vous en avez quelques-uns, des scripts qui sont chargés, etc. Et donc au final, si on finit par mettre étoile, on ne met pas de CSP, ça ne sert plus à rien. Donc il y a quand même moyen de mettre en plus une report URI qui va permettre de collecter les erreurs CSP. Donc à chaque fois que le browser va être empêché d'aller charger une ressource, il va faire un post sur cette URI avec un format JSON qui est très spécifique, qui permet de savoir pourquoi. Et là, vous me dites, bah oui, mais c'est cool, mais si j'ai pété tout mon site pour être capable de savoir pourquoi ça ne marche pas, c'est pas cool. Et donc, en fait, il suffit de rajouter le policy report only comme header, avec les mêmes règles que le content security policy. Et finalement, en fait, vous avez le même comportement sans bloquer personne. Ça vous permet juste de faire le trial, de foutre votre truc en prod, de regarder les remontées d'erreurs, d'itérer. Et une fois que vous êtes sûr que vous avez finalement plus d'erreurs sur votre prod, vous pouvez juste enlever le report only dans votre header et vous avez quelque chose qui, du coup, les CSP sont activés de façon propre sans vous être embêté. Là, je suppose que vous pourrez faire toute une batterie de tests pour vérifier que vous avez de la non-régression à chaque montée en version, etc. Mais dans l'idée, le report only, il est hyper utile pour être capable de les mettre en place sans être embêté en se disant « Ah, je vais tout casser, je ne vais pas m'en rendre compte ». Bon, et je sais que vous êtes un peu des hackers, parce qu'en Bretagne, vous êtes un peu des hackers, je suis sûr. Vu que c'est dans le browser, vous dites « Ouais, la sécurité, elle est un peu pétée, en fait. » Parce que demain, je clone Chrome, je mets un if ou j'enlève le if qui va bien, et c'est bon, l'écorce, ça n'existe plus. Alors oui. Alors déjà, vous clonez Chrome, vous trouvez la ligne. Déjà, ça prend un peu de temps, je pense. Vous le rebuildez, vous le signez avec un certificat un peu valide pour passer sur les stores, parce que maintenant, il faut passer un peu partout pour être exécuté. Et vous le distribuez à Madame Michu pour faire quoi? Lui voler 10 balles sur son compte en banque. En gros, c'est un peu ça le truc. Ça fait vachement d'étapes pour plutôt que de lui piquer son mot de passe d'une façon détournée, en fait. Ça m'a l'air vachement compliqué, en fait, de contourner ce truc-là. Donc, je suis pas sûr du truc. Hacker l'écorce, ça serait vraiment une grosse machinerie.
ou alors ça veut dire que vous avez réussi à vous immiscer dans le SI d'une grosse boîte qui distribue des applis, et vous avez hacké les Corses, vous cherchez à faire une attaque très avancée, mais je ne suis pas sûr que le vecteur d'attaque ce soit les Corses, pour être honnête. Dans les sujets annexes, il y a pas mal de trucs qui sont en quelque chose, qui ne sont pas les Corses, mais qui vont avec. On a la Cross Origin Resource Policy. Là, l'idée, c'est de pouvoir bloquer la navigation, même sur des requêtes où il n'y a pas de Corse. Les fameuses requêtes simples toujours autorisées, là. Les fameux get, je fais un truc basique. Ça, le corp permet de dire non, en fait, c'est mort, tu peux pas. De la même façon, l'embedder policy, on peut bloquer, comme les CSP permettent de bloquer, là, on peut bloquer de façon un peu plus fine, parce que ça peut être des sous-ressources, et on est capable même de dire qu'on ne veut pas être inclus ailleurs. Donc, il y a un sens où on empêche d'inclure, et dans le sens où on empêche d'être inclus. C'est un peu subtil, mais ça existe. De la même façon, on ne peut pas être ouvert, donc ça veut dire qu'on ne peut pas être appelé par du JS, etc. Et on ne peut pas accéder aux objets JS de la page appelante. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans une sandbox en tant que site et on peut pas interagir avec nous, quoi. Laissez-moi tranquille, je suis dans un monde. Et il y a certains headers que vous verrez passer qui sont les sec-fetch-mode, sec-fetch-dest et sec-fetch-site. Le sec-fetch-mode, c'est la façon dont les corses vont être récupérées, corse, no corse. Et après, le set-fetch-dest, c'est un peu le média, la nature du média qui va être récupéré. Cette nature de média, ça peut être de l'audio. Il y a certaines choses qui sont un peu importantes quand on transporte de l'audio. Donc, en gros, c'est des indices pour le schéma de transport. Et je suis largement en avance, mais c'est cool. Donc, pour le talk, j'ai lu Corse in Action, qui est un super bouquin. Je vous encourage à le lire. Il fait 200 pages, pas plus. Ça se lit plutôt bien et ça explique tout l'historique de Corse, comment le mettre en œuvre, comment le contourner, comment jouer avec. La spec, qui est cool à lire. C'est marrant de lire une spec en fait pour faire un talk, c'est marrant de lire une spec. MDN bien sûr parce que c'est toujours très bien expliqué. Et il y a les deux derniers liens. Donc il y a un petit sample qui permet de jouer avec les Corses pour essayer de voir un peu quel header on positionne et quelle réponse on obtient. Donc sur Netlify. Et un très bon article de Jack Archibald qui explique vraiment en long, en large, en travers pourquoi, comment, l'histoire des Corses. Et avec un playground qui permet là aussi de jouer avec les différents headers et les différentes réponses. Eh bien, je suis arrivé, bon débarquement à vous, en Bretagne, pour le coup. Merci. Si vous avez des questions, on a 10 minutes, on est large. Je sais pas si ça marche. Non, ça marche pas. Je vais répéter sinon. Vas-y, je vais répéter. 1, 2, 3. La différence entre les CSP et les Corses, du coup, j'ai pas bien compris la différence entre les deux. La question, c'est, parce que j'ai l'impression que ça fait la même chose, et la question, c'est si ça fait la même chose, est-ce que le CSP inhibe les Corses? C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est défini, est-ce que le navigateur utilise les Corses derrière? Donc la question c'est est-ce que les CSP et les Corses sont équivalents, en gros, et lequel prévaut sur l'autre s'ils le sont, c'est ça? En gros, c'est pas pareil. J'ai mal expliqué dans ce cas-là. Les Corses, c'est vraiment toi, tu fournis une API globalement et tu dis j'autorise un tel à accéder à mon API. On va le voir comme ça. La Content Security Policy, pour le coup, elle est moi, je fais un site web et j'autorise mon site web à aller parler à telle et telle et telle autre ressource. En fait, les deux sont complémentaires. Du coup, il n'y en a pas un qui supplée l'autre parce qu'en fait, il y a une partie que tu maîtrises qui, quand tu es développeur front et que tu fais ton appel API, c'est le contenu de ta page et tu peux dire je ne veux pas qu'on inclue étoile Facebook par exemple dans ma page parce que il est hors de question que j'ai un tracker Facebook ou je sais pas quoi. Et à l'inverse, tu fais ton API, tu peux dire non, il est hors de question que Patin Couffin m'appelle parce qu'en fait, moi, je veux uniquement service A, service B, service C qui sont des services internes par exemple de mon intranet. Voilà. C'est ça la diff. Je sais pas si j'ai répondu. Ok, nickel. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais.
Donc justement, si on met une CSP sur la page, on a vu par exemple les images avec le markup cross-origin, etc. La CSP, elle est prioritaire sur ça. Oui, dans tous les cas, en gros, ça va être l'évaluation de la CSP qui va déterminer si la requête cross-origin, enfin la requête a le droit de sortir. Donc si le domaine destination, c'est quelque chose qui n'est pas atteignable selon les CSP, on va tout simplement ne jamais lui permettre de partir. Ok. Et les Corses peuvent répondre aussi, bah non, t'as pas le droit, mais dans tous les cas, il n'y a pas le droit avant, quoi, pas le droit de sortir. On est bon? Vous avez faim? Ah non, il y en a une là-haut. Je vous vois petit à petit vous baisser la tête, hein, je le vois, c'est la fatigue là. Non, il y en a encore une, il y en a encore une. Il y en a encore une, il y en a encore une. Alors moi j'ai une dernière question sur les iframes. Il me semble qu'aussi il y a des possibilités de restriction. Mais donc ça c'est plutôt sur la dernière slide, sur les Ouais. voilà, c'est plus du Corse, mais c'est vraiment la dernière slide. Okay. Ouais, je peux retrouver le slide avec le navigateur, ça aurait été mieux. Ouais, c'est plus sur celle-là, c'est plus là. Ah, je vais y arriver. Sur la embedder policy, où là en fait ça permet de restreindre le fait que les sous-ressources chargées dans l'iframe soient dans le même sous-domaine, enfin dans les mêmes origines. On est capable de redescendre plus loin en fait. C'est ça. Donc l'idée, ouais, c'est que si toi ton site, c'est quelque chose, une API, tu pousses la page, admettons, dans la page quand tu la pousses, tu peux mettre ce genre de header là pour dire que tu veux vérifier aussi qui t'appelle, qui t'inclut en tant que iframe. On va au repas, c'est ça? On va manger? Merci à tous.